il est devenu l'incontournable des apéros et des pique-niques. Râpé, en salade, mélangé à de la mayonnaise, le surimi, c'est l'aliment facile, l'océan qu'on déguste entre amis, sans les odeurs de friture. Dans le rayon frais des grandes surfaces, sa couleur est reconnaissable entre mille. Importé du Japon dans les années 80, il s'appelle là-bas le kamaboko. Consommé partout dans la rue, il a même son musée. On pense que le kamaboko est une ancienne recette de conservation du poisson qui date de l'ère Heian, il y a plus de 900 ans. Les Français sont aujourd'hui les deuxièmes consommateurs de surimi dans le monde, après les Japonais. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans ce petit bâtonnet orange. Ça ressemble à du crabe, ça en a la texture et même le goût. Enfin, on dit que c'est du crabe, mais c'est pas que du crabe, c'est ça? On sent le goût du crabe, mais pas que. C'est du poisson reconstitué, sans poisson. Non, mais moi je veux pas trop savoir. Ça m'arrange. Dans le surimi, il y a peut-être du crabe, plus sûrement du poisson, mais il y a surtout quoi d'autre? Nous avons voulu en savoir plus sur ce bâtonnet orange, venu d'ailleurs. Il y a d'abord un premier mystère, un premier secret. Personne n'imagine en croquant un bâtonnet de surimi qu'il a commencé sa longue histoire dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Car dans le surimi, il y a du vrai poisson, que de vrais marins sont allés pêcher dans une vraie mer. Parti depuis plusieurs semaines, le capitaine Fred Quignou a repéré une tache sur son écran radar. Un banc de poissons. À bord du bateau, c'est le branle-bas. Donc quand je vois du poisson, là, il faut vraiment que je l'aligne. L'aligner, c'est bien positionner le filet sur la cible. La cible, c'est le merlan bleu. Un poisson qui vit entre 150 et 1000 mètres de profondeur, autour des îles britanniques, du Groenland, des îles Féroé et jusqu'en Islande. Il faut tout le temps suivre le poisson, regarder comment il se déplace. C'est jamais gagné d'avance. La pêche, c'est tellement aléatoire qu'il faut tout faire très vite. Dès qu'il y a le poisson, il faut le capturer. À chaque coup de chalut, ce sont 150 tonnes de merlan bleu qui sont capturées. Pour ne pas que le poisson s'abîme, on immerge une pompe qui aspire directement le poisson dans le filet et le transfère dans les cales. Le Joseph Roty II est un bateau de pêche, mais aussi un navire-usine. Le plus grand navire-usine français, où l'on traite directement la pêche au fur et à mesure des coups de filet. Le poisson n'est pas congelé entier, mais transformé à bord dans le bruit assourdissant des machines. Ici, nous nous trouvons au pont-usine, juste sous le pont de pêche. Dans toute cette partie du bateau, c'est dédié à la production de surimi. Vous avez 25 personnes qui vont se relayer 24 heures sur 24, toutes les 6 heures, pour produire du surimi base à partir de merlan bleu entier. Dans les flancs du navire, les hommes, autant ouvriers que marins, enlèvent la peau, les entrailles, la tête et les arêtes de chaque poisson. Ce poisson, on va obtenir un filet. On garde vraiment que cette partie. La tête est rejetée, la queue est rejetée et la viscère est rejetée.
on ne garde que les filets, la matière première du surimi. Donc là, on réceptionne les filets pour aller sur la farceuse. La farceuse, elle, nous sert à écraser la partie protéine, de façon à ce que ça passe dans les pompes et le reste du procédé. Alors ici, vous avez la protéine pure, le surimi base. C'est la matière première pour faire le surimi. Après ça, on va lui injecter du sucre, autour de 8,2%, ce qui va permettre une conservation de l'ordre de 2 ans. Si on n'injecte pas ce sucre, on ne pourra pas le conserver. On a un très beau produit là. Les cristaux de sucre sont bien mélangés. Il n'y a aucune impureté. Le directeur de production me dit qu'on arrive à faire 2 tonnes à l'heure de production. Pour 2 tonnes, ça nous fait des journées de 40 tonnes, on est bien. Pour fabriquer 40 tonnes de surimi base par jour, il faudra donc pêcher quotidiennement 150 tonnes de poissons. Et le bateau restera en mer tant que les cales ne seront pas pleines. Au bas mot, 900 tonnes de surimi base à produire, avec du merlan bleu. Car il fallait un poisson à chair blanche, pas trop marqué en goût et à la chair facilement transformable pour fabriquer le surimi base. D'autres poissons peuvent être utilisés. Du colin d'Alaska, du hoki d'Argentine, du merlu, de l'anchois, de l'itoyori en Asie. Tous sont à chair blanche. Un marché mondial de la pêche auprès duquel s'approvisionnent les grandes enseignes qui fabriquent du surimi. En France, 4 sociétés occupent le marché. Fleury Michon en Vendée, Capitaine Cook, filiale d'Intermarché en Bretagne, Coraya à 40 ans et la Compagnie des pêches de Saint-Malo, à laquelle appartient le Joseph Roty II. Le seul navire-usine qui pêche et fabrique son propre surimi base à bord. Installée comme une proue de bateau face à l'océan, la ville de Saint-Malo, port d'attache du Joseph Roty II, tire sa richesse et sa gloire de son histoire maritime depuis le XVIe siècle. Après 3 mois de mer, le navire-usine accoste le ventre plein de l'or blanc de l'Atlantique. Du surimi base en carton, congelé, transféré vers l'usine du groupe, elle-même construite à quelques centaines de mètres du port. Regroupement de plusieurs entreprises de pêche françaises, hollandaises et islandaises, la Compagnie des pêches de Saint-Malo est la seule à nous avoir ouvert les portes de son usine. Allez, suivez-moi. Toutes les autres ont refusé. Comme un cuisinier qui va préparer sa pâte à crêpes, sa pâte à pain, vous avez les différents ingrédients qui vont rentrer en compte dans la recette. On a le poisson, comme on l'a vu, donc la base principale, à peu près 40% du produit. Après, donc on a du blanc d'œuf et du sel. Le blanc d'œuf, il a un rôle important. Il va, avec le poisson, permettre la gélification des protéines. C'est un ingrédient qui va permettre vraiment de gélifier la pâte, un peu comme une pâte à pain derrière. Le sel aussi qui va apporter le goût salé au produit. Du sucre pour un peu diminuer un peu l'âcreté du sel et donner une rondeur un peu à la recette. Et vous avez enfin la fécule de pomme de terre, l'amidon de blé, qui vont être très importants dans le process derrière et dans le côté croquant du produit fini.
Si on a bien compris la recette d'Antoine, dans le surimi, il doit y avoir au moins 30% de chair de poisson pour bénéficier, en France, de l'appellation surimi. Ici, il y en a 38%. Donc une fois qu'on a passé le surimi dans le broyeur, on l'a émietté et donc on est toujours avec notre poisson qui va être l'ingrédient majoritaire de la fabrication du bâtonnet. Petit à petit, le surimi base décongèle dans de grosses marmites. Il sera bientôt rejoint par de la fécule de pommes de terre, de manioc, du blanc d'œuf salé et du sucre. C'est à ce moment-là aussi qu'on ajoute de l'eau, presque autant que la chair de poisson. À ce stade, le poisson ne représente plus que 30 à 40% de la préparation. Voilà la texture de la pâte. Une fois la température de gélification de la protéine atteinte, on a cette pâte avec une sorte de texture de pâte à pain, de pâte à craque. Si vous voulez, la base protéine de poisson, elle n'a plus vraiment le goût de poisson. On pourrait faire un surimi à la pistache, un surimi au Nutella. Si les gens étaient prêts, il suffit de rajouter l'arôme nécessaire. Mais cette pâte blanche n'a plus de goût ni d'odeur. Un amas de protéines sans saveur qu'il va falloir aromatiser d'un petit goût de crabe. 3 fois rien, un petit seau pour 100 kg de pâte. C'est le secret numéro 2 du surimi. Grâce à un arôme, du crabe, il n'en aura que le goût. C'est un des secteurs les plus secrets de l'industrie alimentaire, où en général, les caméras ne sont pas les bienvenues. La fabrication des arômes. Derrière les yaourts, les boissons, les sirops pour les enfants, le dentifrice ou les aliments pour animaux, il y a des arômes un peu partout. Dans la banlieue parisienne, la société Fontarome a bien voulu nous ouvrir ses portes. La base du surimi, c'est du poisson. Si vous prenez ce produit-là sans ajouter d'arôme, vous allez avoir un produit extrêmement insipide, qui ne sera pas bon, qui sera insipide, donc il n'y aura pas de plaisir à le manger. Le fait d'apporter un arôme va donner donc ce goût au surimi qui va rendre ce produit-là bon et qui va donner du plaisir aux gens à manger du surimi. Grâce aux techniques, si vous voulez, qu'on a aujourd'hui, on peut développer des arômes qui sont des goûts que vous n'allez pas trouver dans la nature, donc des goûts nouveaux. Et ça, on parlait du surimi, bon, vous avez un goût surimi aujourd'hui. Bon, ce goût surimi, il n'était pas dans la nature, il a été créé de toutes pièces, en mélangeant du crabe avec d'autres arômes. Et donc, on a créé un nouvel arôme. Oublié sur une étagère, un arôme crabe de synthèse fabriqué par une autre société, donne une idée de ce que l'on mettait dans le surimi à une époque. De la chimie lourde, très lourde, bien loin de la cuisine, qui a sans doute participé à la mauvaise réputation du surimi. La directrice du laboratoire a bien voulu nous aider à décrypter les ingrédients. Donc on va avoir du diméthylsulfide qui va avoir une autre tête, très tête qui fait un petit peu gaz. Ensuite, on a une famille de pyrazine qui va donner ce côté un peu grillé. Ensuite, on va avoir des notes un peu cuites, voire fumées. Donc cuites à travers le maltol et fumées, le guaiacol, qui est une molécule qui donne vraiment un fumé, mais un fumé un peu avec un côté pharmaceutique qui va être relayé derrière par 2 autres molécules, le génol et l'antranilate de méthyle, et le salicylate de méthyle également, qui vont donner en fond cette note médicamenteuse très, très lourde. Donc ça va donner beaucoup de tenue en fond de bouche, mais un côté vraiment pas naturel. Et là, il n'y a pas de crabe du tout? Pas du tout, pas du tout. Là, on est vraiment que sur de la molécule chimique. Il n'y a pas du tout de crabe à l'intérieur.
On trouve encore ces arômes dans certains surimi bas de gamme, en provenance d'Asie, vendus dans les magasins discount. Aujourd'hui, les arômes sont de plus en plus naturels, et donc pour fabriquer de l'arôme de langouste ou de crabe, il faut de la langouste ou du crabe. Le crabe vert, par exemple, une espèce que l'on trouve à profusion dans les eaux d'Europe du Nord. Écrasé, cuit, puis réduit en extrait, ce qui ne va pas sans poser d'autres questions. Fondée en 2004, l'association Bloom œuvre pour la conservation marine en dénonçant ce qu'elle considère comme un engrenage absurde. On en arrive à des phénomènes, des processus complètement ubuesques, effectivement d'aller pêcher du poisson, d'en enlever le goût pour garder simplement la protéine, en fait l'amas de protéines pour ensuite rajouter du goût qui va provenir d'autres espèces marines. C'est quand même complètement dément. Et effectivement on en est arrivé là parce qu'on a malheureusement une consommation au niveau mondial qui est harmonisée, formatée par la grande distribution, par les grands groupes industriels, avec un goût qui est formaté, constant, toujours le même, saison après saison. En fait, on a vraiment des aliments qui ont le même goût toute l'année, partout dans le monde. Le surimi se résumerait-il à une histoire de goût ou de couleur? C'est le secret numéro 3. Sa fameuse couleur orange qui fait presque mal aux yeux. Indissociable du surimi, elle est censée imiter la couleur d'une pince de crabe. Une couleur originale mais une contrainte, car les consommateurs ne veulent que du surimi orange. Retour à l'usine de Saint-Malo, où nous retrouvons Antoine Saillard, le directeur de production. Pour ressembler à une pâte de chair de crabe, on va amener le côté orange qui va nous rappeler le crabe. Et pour ce faire, on va juste rajouter un petit extrait de paprika. C'est du paprika naturel, des épicés concentrés, auquel on va rajouter à peu près 200 grammes pour 15 kg de pâte blanche. On va le mélanger derrière et vous allez obtenir ce qu'on appelle la pâte colorée, la pâte rouge, qui va être utilisée derrière. Mais le paprika, c'est quoi au juste? Pour connaître l'histoire de cette épice, il faut quitter la Bretagne, direction l'Uttar Pradesh, un état du sud de l'Inde, où des paysans cultivent et récoltent du poivron rouge sur d'immenses surfaces. On trouve aussi cette culture du piment doux en Espagne, en Hongrie ou en Afrique, mais c'est en Inde que l'industrie alimentaire s'approvisionne principalement. Cueilli à maturité, étuvé, séché, puis broyé, le poivron devient du paprika au cours de ce processus artisanal, puis industriel. Sous forme de poudre ou concentré en résine, le paprika est envoyé en container chez les importateurs qui vont l'adapter à chaque demande. Comme ici dans la banlieue de Lyon, où la société Coloré a bien voulu nous dévoiler les coulisses de l'industrie des couleurs. Donc là, nous sommes dans le laboratoire Coloré, qui est en fait un laboratoire au service de nos clients. Ce laboratoire de R&D va nous permettre de répondre à des questionnements de nos clients sur des formulations de couleurs. Par exemple, nous avons là des pigments fluorescents qui sont destinés à différentes industries. On peut être dans l'industrie de la peinture. Sur le textile, par exemple, on retrouve avec ce colorant qui est rendu célèbre par les gilets jaunes. Donc sur ce bleu, par exemple, on est sur un bleu spiruline qui est utilisé, par exemple, dans les M&M's. Ce rouge-là est un rouge extrait d'un radis. On vient presser le radis pour en faire un jus. Et on va avoir une tonalité très très rouge vif qui est aussi très appréciée par exemple pour colorer des saucisses. Une saucisse blanche, ça ne se vend pas très bien. Une saucisse rouge, ça se vend beaucoup mieux.
Voilà, la couleur est partout, la couleur nous entoure et la couleur va favoriser, je dirais, l'acte de vente. Le paprika, c'est du poivron naturel, rouge. Et donc, le surimi est entouré d'une résine naturelle de paprika. Donc l'oléorésine est un produit extrêmement concentré, à tel point que si on prend une partie d'oléorésine et qu'on le met dans cet ustensile, on a une teinte huileuse très très noire. Par contre, si on prend ce produit à très faible dose et qu'on vient le mettre à l'intérieur d'un liquide huileux, nous allons avoir une solubilisation très rapide du paprika et on obtient à faible concentration une couleur orangée typique du surimi industriel. Mais il y a comme un autre petit secret caché à l'intérieur du secret numéro 3. Une sorte de détail auquel on ne pense pas immédiatement. La couleur orange ne fait qu'enrober le bâtonnet, en restant à l'extérieur, comme un maquillage en surface. Alors, le génie industriel, ça a été d'éviter effectivement que le paprika à base huileuse se mélange avec une chair de poisson qui est naturellement à base aqueuse. Il y a une très très bonne maîtrise des process industriels pour arriver à avoir un bâtonnet de surimi qui soit très distingué entre l'extérieur, les pinces du crabe, et l'intérieur, la chair du crabe. Même s'il n'y a pas de crabe dans le surimi. À ce stade de la fabrication, il n'y a toujours pas de crabe dans le surimi. Et pourtant, tout est fait pour qu'on en soit persuadé. Direction Marseille. Le docteur Olivia Petit est enseignante-chercheuse en neurosciences à Kedge Business School. Elle étudie le cerveau des consommateurs et plus particulièrement le rôle de l'imagerie mentale et des interactions sensorielles dans l'expérience du consommateur. Pour elle, le surimi est un cas d'école. Donc par exemple, si je prends ici un petit bâtonnet, donc je l'ouvre complètement, comme ça on voit bien la texture. Bon, déjà je l'ouvre, j'ai l'odeur qui arrive directement, qui fait vraiment penser à du crabe. On a quelque chose de très marin. En termes de présentation, vous voyez ici, on a ce côté orange qui rappelle la couleur de la carapace du crabe. On a le côté blanc qui rappelle la chair. Et donc tous ces éléments-là, associés à l'odeur, vont me permettre, avant de manger, d'avoir déjà des attentes en termes de goût du crabe. Et mon cerveau est déjà activé dans ces parties-là. J'ai déjà créé des inférences gustatives sur le goût du produit. Et finalement, en fait, le goût, c'est très peu la langue. C'est vraiment une partie assez minime. C'est-à-dire qu'au niveau du goût, c'est simplement sucré, salé, acide, etc. Ce qui fait l'arôme, la saveur du produit, c'est les informations qui viennent tout d'abord de la vision, de l'odeur, associées bien évidemment au goût et à la texture. Et ici, on voit bien que les rainures, on a le côté chair qui est très renforcé. Et finalement, quand je vais manger le produit, tous ces éléments de l'expérience visuelle, auditive et olfactive vont me permettre de renforcer le goût du crabe et de vraiment penser que je suis en train de manger du crabe. Et pourtant, il n'y en a pas. Et pourtant, il n'y en a pas. Bon, où en sommes-nous? À ce moment-là de la fabrication du surimi, il y a le goût du crabe, la couleur du crabe, et il y aura bientôt la texture. C'est le secret numéro 4 du surimi. Nous retrouvons Antoine à l'usine de Saint-Malo. Le surimi, tel que nous le connaissons, commence à prendre forme. Donc là, on est arrivé dans la salle de fabrication. Donc c'est une pièce chaude, humide. Ici, tu as l'arrivée de la pâte blanche qui arrive ici. Là, on a le rouge qui vient de la pompe rouge qui arrive également ici. Et là, ce qu'on appelle une filière, ça va permettre d'extruder la pâte et de venir déposer comme une lasagne de pâte, à peu près d'1 mm, 2 mm d'épaisseur, directement sur le tambour de cuisson. Donc un tambour inox qui est chauffé à peu près à 100 degrés.
une fois passé au tambour de cuisson, on va déjà avoir la protéine de cuisson et l'amidon pour commencer à réagir ensemble et avoir une pâte malléable, élastique, qui va pouvoir se travailler derrière. La fameuse sensation de manger du crabe. Cette mâche un peu fibreuse, un peu croquante, très spécifique aux pinces de crustacés, est ainsi une pure création industrielle. Un détail génial, irrésistible, presque machiavélique. Ici, une étape très importante pour le process et le produit final, c'est l'étape de scarification. Alors comment ça se présente? En fait, c'est des couteaux qui viennent s'entrecroiser et la bande de pâte va passer à travers et va être lacérée par les lames du couteau. Si vous mangez un bâtonnet de surimi avant le passage en scarification, bah, ça va être quelque chose de pâteux, de mou. Une fois qu'il est passé, qu'il a été lacéré, ça va donner quelque chose de vraiment croquant. Et on va retrouver en bouche la texture chair de crabe. La texture chair de crabe, mais sans crabe, est un miracle de l'ingénierie alimentaire. Un dernier petit détail encore, où l'on voit que la feuille pré-cuite s'enroule sur elle-même pour devenir un bâtonnet. On peut ainsi produire du surimi sur des kilomètres et des kilomètres, qu'il suffit de tronçonner à la longueur voulue. Une fois qu'on a le produit dans l'emballage final, on va venir le cuire, le pasteuriser, à peu près à 80 degrés pendant une demi-heure. Et donc le produit qui va cuire à l'intérieur va s'assainir de tout microbe, et notamment tous les pathogènes, Listeria, Salmonelle, qui pourraient causer du souci pour les consommateurs. C'est un produit qui est très sain. Il est cuit à haute température dans son emballage final. Donc c'est un produit pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, qui peut être consommé en toute sécurité. C'est cette succession de procédés et de cuissons qui vont fabriquer un produit vendu au rayon frais, à consommer sur le pouce, qui en plus va pouvoir se conserver longtemps. Dans les bureaux de la Compagnie des pêches de Saint-Malo, on teste régulièrement de nouveaux arômes, de nouveaux produits, en présence de Florian Soisson, le patron de la société. C'est vrai que mes origines japonaises font que mon grand-père japonais travaillait dans le surimi déjà à l'époque. Surimi à 900 ans au Japon. Et c'est vraiment culturel. C'était la manière de conserver le poisson. On peut dire que comme protéine, nous on avait la protéine de lait en France. Au Japon, ils avaient que la protéine de poisson, puisque c'est une île. Et ils ont travaillé la protéine de poisson. Alors aujourd'hui, on exporte du camembert là-bas. Et nous, on essaye de les copier en faisant des bâtonnets de surimi. Pour la petite histoire, c'est le père de Florian qui, après un voyage au Japon, eut l'idée de transformer son entreprise de pêche en fabrique de surimi. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il rencontra son épouse, elle-même descendante d'une grande lignée de fabricants de surimi japonais. Une affaire de famille en quelque sorte. Au pays du soleil levant, il se cuisine et se décline sous 1000 façons. Bouilli, cuit à la broche, sucré, imitant des porte-clés ou des figurines de comics. Ici, le surimi s'appelle le kamaboko, et la ville d'Odawara, un port de pêche au sud de Tokyo, en est la capitale. Au moment de la pause déjeuner, on mange du kamaboko partout dans les rues. Ce mélange s'appelle oden. Ce sont différentes boulettes de kamaboko bouillies dans un bouillon de poisson. Il y a aussi du hage kamaboko, du kamaboko frit avec des morceaux de légumes dedans. C'est délicieux. Je me régale. La texture un peu élastique des morceaux de poulpe qu'il y a dedans est unique. C'est très spécial. C'est très moelleux.
On sent que le poisson est très frais. Le mien est au crabe. Et moi aux oignons. Dans les rues d'Odawara, des gargotes, des cantines populaires, des terrasses servent toutes du kamaboko, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y a même des distributeurs automatiques à tous les carrefours. Katsuhiro Doi est historien de l'alimentation. La stricte définition de kamaboko, c'est une pâte à base de chair de poisson. En France, c'est ce que vous appelez surimi, mais vous n'avez qu'une appellation. Ici, nous avons satsumage, agemono, shikuwa, satsakamaboko, tsumire, hampen, ikatamaboko, etc., qui correspondent à différents types de préparation et de cuisson. Ce sont tous des kamaboko. On pense que le kamaboko est une ancienne recette de conservation du poisson qui date de l'ère Heian, il y a plus de 900 ans. Jusqu'au XIXe siècle, il était seulement consommé par la noblesse, en particulier au moment de la fête des morts ou du Nouvel An. Ensuite, la technique de préparation s'est un peu automatisée, les prix ont baissé et le kamaboko est devenu une alimentation populaire. À Odawara, plusieurs entreprises fabriquent du kamaboko selon les méthodes traditionnelles. C'est le cas de l'atelier Yamaju, qui fournit la table de l'empereur depuis 1870. Ici, les machines ont évolué, mais la technique reste la même. À leur arrivée dans l'usine, les poissons pêchés la veille sont découpés et éviscérés. Les arêtes, la peau, la tête et les viscères serviront à faire de l'engrais. Seuls les filets sont conservés. Puis c'est l'étape du lavage, une des plus techniques, qui utilise une eau spéciale puisée dans les profondeurs de la terre à plus de 200 mètres. Chargée en calcium et en magnésium, elle va permettre aux protéines de la chair de poisson de mieux se lier. Ici, la chair du poisson passe dans l'eau. C'est la première étape du blanchissement. Là, c'est le brassage, qui permet de séparer le gras de la chair. Ce qui flotte là, ce sont les graisses de poisson qui remontent à la surface. Ici, c'est la phase finale du blanchissement. La chair était au départ un peu rose, avec le sang et les tissus conjonctifs. Et cette opération la rend bien blanche. À ce stade, il y a encore beaucoup d'eau. Il faut alors en retirer pour fabriquer le kamaboko. Il y a donc une phase d'essorage. Mais il faut encore enlever de l'eau pour arriver à une pâte contenant 95% de chair de poisson et une texture parfaite avec très peu d'eau et de graisse, à la différence du surimi produit en France. Je sens la fermeté en étalant la pâte avec le couteau. Avec la main seule, c'est moins précis. Avec un couteau, on perçoit bien la résistance de la chair. C'est le but de cette étape. Avant de lancer la fabrication, on prépare d'abord un petit kamaboko que l'on cuit à la vapeur. On le goûte pour contrôler la texture, on teste sa fermeté, et si c'est validé, on passe à l'étape suivante. Une fois que le kamaboko test est validé, on peut lancer la production, la coloration et la cuisson.
La plupart de ces kamaboko sont dégustés pour des cérémonies ou d'importants événements. Ils sont très souvent rouges, roses et blancs, des couleurs festives. Le rouge est censé chasser les mauvais esprits, le rose est romantique, le blanc symbolise la pureté. Dans un bâtiment voisin, le kamaboko a même son musée où l'on expose son histoire. Des cours de fabrication de kamaboko sont même organisés à destination des enfants. Une animatrice dont les gestes sont filmés et retransmis sur grand écran perpétue la tradition millénaire. Chaque enfant repart avec son kamaboko, cuit et fabriqué selon les préceptes anciens. Plus loin, dans la galerie marchande du musée, la tradition s'accorde parfaitement aux produits que le monde moderne est capable d'inventer. Des voitures, des Barbies, des Dark Vador en chair de poisson. Plus loin encore, on confectionne le hajime, un kamaboko de luxe, ce que l'on fait de mieux au Japon. Il est fabriqué par des ouvriers qui se sont purifiés avant de le travailler. Un kamaboko sacré en quelque sorte, entièrement fabriqué à la main. Sayoko Sakai découpe et forme des porte-bonheur de la tradition japonaise, comme s'il s'agissait de véritables bijoux. La plupart du temps, nous utilisons des motifs traditionnels, comme la fleur de l'iris ou la couronne. Pour faire un damier, on coupe et dispose des morceaux de couleurs différentes. Joindre ou tresser les éléments ont une signification positive. On cherche à reproduire avec le kamaboko les symboles porte-bonheur classiques du Japon. Les motifs évoluent pour s'adapter à notre époque. Des boîtes laquées de hajime censées porter chance que l'on offre pour les fêtes de fin d'année. Vendu 150 € pièce, c'est le surimi le plus cher du monde. En France, on est bien loin de ces prix-là, très loin même. Entre 2 et 4 € la boîte de 30 bâtonnets de surimi, vendue uniquement en grande surface. Pas cher pour du crabe, même s'il est faux, ni pour du poisson, vrai, celui-là. Un positionnement stratégique au rayon frais, à côté de celui de la poissonnerie. On n'est pas dans le rayon chips, ici, on n'est pas dans le rayon cacahuètes ou encore charcuterie, on est dans le rayon poisson frais. Donc les produits qui sont à côté du surimi dans les rayons du supermarché, c'est le cabillaud, c'est le saumon. On est sur des produits qui sont en termes de prix beaucoup plus élevés, on est sur du 30-50 € le kilo, alors qu'on est plutôt sur du 7-8 € le kilo pour le surimi. Donc il y a aussi un produit qui est accessible. Le surimi, ce n'est pas un produit que vous allez mettre sur votre liste de courses, c'est un produit à d'achat un peu impulsif, hédonique, que vous allez prendre notamment pour l'apéritif. Et on voit d'ailleurs dans la manière dont il est marketé que c'est un produit qui est souvent associé avec des mayonnaises ou des sauces cocktail. Donc il y a aussi cette vision un petit peu malbouffe liée à un mode de consommation plutôt comme on pourrait le faire pour des chips ou de la charcuterie par exemple. On le voit, les fabricants aujourd'hui essaient de repositionner le surimi. Mais son prix, son tout petit prix, l'associe forcément à un produit bas de gamme, symbole de malbouffe et de nourriture ultra transformée. C'est le type de sujet qui passionne l'historien et politologue Paul Ariès, auteur d'une histoire politique de l'alimentation. Le surimi, c'est pas du tout ce qu'on fait de pire en matière d'aliments ultra transformés.
Et pourtant, le surimi, il a une mauvaise presse, une mauvaise image. Or, le surimi, c'est un aliment que l'on trouve communément dans les cantines scolaires, dans les cantines d'entreprise, avec tout ce que, d'ailleurs à tort, la restauration collective peut charrier comme image de malbouffe. Ce poisson, sans queue ni tête, c'est sa force. Ce poisson, que personnellement je trouve souvent assez insipide, c'est aussi sa force. C'est un produit prêt à l'emploi, je dirais disponible pour toutes les préparations culinaires, mais également pour toutes les projections mentales. Chacun peut s'inventer le poisson qu'il souhaite. D'un autre côté, ça nous effraie, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu sais ce que c'est, ça? Oui, c'est... Enfin, on dit que c'est du crabe, mais c'est pas que du crabe, c'est ça? Ouais. Au goût, on sent le goût du crabe, mais pas que. Moi, je pense que c'est un mélange qu'il va y avoir. Oui, mais qu'il y a du crabe à l'intérieur, et ce qui rappelle du coup la couleur orange. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Bah, pour moi, c'est de la chair de crabe, c'est du crabe. Merlu, pollen d'Alaska. Voilà, après, je sais pas. Du lieu noir. En fait, non, il n'y a pas de crabe, en fait. Ouais, c'est des morceaux de crabe, quoi. Ouais. C'est tout ce qui compose le crabe, mais que tu compactes et que du coup, tu en mets en surimi. C'est de la chair de poisson. Ouais. Donc, t'as même pas de crabe dedans. La composition du surimi, justement, c'est elle qui va faire la différence entre chaque marque, entre chaque gamme. Et c'est là qu'il faut bien lire les étiquettes. C'est le travail de l'association Foodwatch. Moi, ce que je remarque tout de suite sur ce produit, ça va être le Nutri-Score, qui, sur ce type de produit, je pense, peut le réhabiliter un petit peu, parce qu'un Nutri-Score B, c'est un produit qui est plutôt sain et équilibré derrière. Du coup, si on retourne l'étiquette, derrière, quand on regarde, donc du coup, on a une liste des ingrédients ici, 40% de poisson. Voilà, 40% de poisson. C'est toujours intéressant de se noter qu'il y a du poisson. Et après, derrière, on retrouve de l'amidon de blé, donc de l'huile évidemment, de la fécule de pomme de terre qui va être un texturant, qui va être du sucre, qui va sucrer un petit peu le produit, encore du sucre, et les fameux arômes naturels, des arômes naturels qui vont donner le goût en fait au surimi. Il y a des colorants, il n'y a pas trop d'additifs. Je vais en noter 4, peut-être 5. On aurait pu s'attendre à en trouver 10 ou 12. Première impression, pas si mal finalement. Mais quand on descend en gamme et en prix, la qualité ne suit pas. On remarque tout de suite, immédiatement, Nutri-Score C. On a réduit le prix, on a aussi réduit la qualité nutritionnelle du produit. Moi, le truc qui me choque immédiatement, c'est premier ingrédient, de l'eau. On vous vend principalement de l'eau. Là, on descend tout de suite à 26% de poisson. Alors, on comprend pourquoi le prix a baissé. Le prix a baissé aussi parce qu'il y a moins de matières premières de qualité à l'intérieur. Je rappelle, tout à l'heure, on était plutôt autour de 40%. Donc, c'est quand même une baisse assez conséquente. Moi, je m'étonne toujours de trouver du sucre dans un aliment salé, dans du surimi. Et en fait, pour quelqu'un qui ferait attention à la quantité de sucre qu'il prend dans son alimentation, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut se dire, en fait, non, je ne m'étais pas rendu compte que je mangeais du sucre en mangeant un bâton de surimi. Du sucre dans du poisson, mais dans quelle proportion? Julie Massé est diététicienne et nous éclaire sur les glucides, inattendus dans ce produit. Quand on mange 3 bâtonnets, on mange l'équivalent d'un morceau de sucre. Donc c'est pas complètement rien en fait. En dehors des repas, manger du sucre, c'est pas l'idéal, surtout tout seul. Bon, un morceau de sucre, c'est pas horrible, mais si on en mange la moitié de la boîte, parce que bon, ça peut se manger relativement vite, eh ben, on peut très vite se retrouver avec une quantité de sucre qu'on n'imaginait pas, parce que c'est un poisson, c'est du poisson, ça a goût de poisson, ça nous fait penser à du poisson, et on se dit pas qu'il y a du sucre à l'intérieur. Donc voilà, tout est question de proportion gardée. Donc quand vous mangez du poisson, quand vous mangez de la viande ou quand vous mangez des œufs, il n'y a pas de glucides à l'intérieur. Donc là, c'est un produit qui se rapproche du monde animal avec des glucides, qui n'existe pas normalement. C'est pour ça que je parle d'aliment cuisiné. C'est un aliment préparé. Pour moi, quand je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ça me fait penser un peu à quelque chose, du poisson auquel on aurait rajouté de la béchamel en fait. Donc oui, il y a des glucides à l'intérieur, ce qui n'est pas censé être avec du poisson. Du sucre, mais pas que. Dans certains surimis, les additifs sont beaucoup plus nombreux.
Donc là, on a un produit, c'est des morceaux de surimi aromatisés au crabe, qui vient de Thaïlande, avec, on va dire, de l'eau toujours en premier ingrédient, 36% de poisson et une bonne dizaine d'additifs derrière, dont du glutamate. Là, il y a vraiment beaucoup d'additifs. Là, on est sur du produit ultra transformé, mais vraiment, on a poussé très très loin. Clairement, là, on est sur un produit que moi, je déconseillerais de consommer parce qu'il y a trop d'additifs à l'intérieur. On n'a aucune idée de comment ils interagissent les uns avec les autres. De l'océan à l'emballage final, nous avons suivi toutes les étapes de la fabrication du surimi. Un produit à la drôle de réputation contrastée, parfois injustement. Mais qu'en est-il de nous, les cuisiniers amateurs, les gourmands modestes? Pourrait-on imaginer de cuisiner un surimi à la maison? Pour nous amuser, c'est un défi que nous avons lancé à une étoile montante de la cuisine française. Imaginez ce que serait un surimi de chef, un surimi de grande cuisine. Le chef franco-colombien Juan Arbelatz a bien voulu se prêter au jeu. Direction Rungis, le plus grand marché aux poissons d'Europe, où la demande de Juan éveille l'intérêt des vendeurs. Ça va, grand patron? Comment tu vas? La forme? T'as la forme? Tout roule? Ben écoute, on essaye. Écoute, je viens pour relever un petit challenge. Ouais. En fait, on va essayer de revisiter la recette du surimi, ouais, qui est à la base, tu sais, de la chair de poisson aromatisée au crabe. L'idée, c'est de faire un vrai surimi. L'idée, c'était aller chercher du poisson, ouais, et peut-être faire une bisque à côté avec des crabes verts. Je sais pas si tu as des bons crabes. Tu as quoi aujourd'hui en saison? Ça sur les crabes. Tu as des trucs de saison? Écrit, ouais. Ouais. Des petites étries, ça serait top. Et en poisson, tu as quoi? On pêche de petits bateaux, de lignes, un truc sympa? Petit bateau, tu vas faire poisson blanc. Tu vas vouloir d'un petit poisson blanc ouais, pas très dégueu, un petit merlu, un petit... Ouais, génial ça. C'est bien ça. Allez, impeccable. Bon, je te fais envoyer ça. Allez. Juan est aujourd'hui propriétaire de plusieurs restaurants dans Paris. Son credo, des produits naturels, locaux si possible, respectueux de l'environnement et des producteurs. Fabriquer un surimi maison est de nature à le stimuler, tellement le produit, presque l'objet, est associé à un processus industriel. Il y a deux choses. J'ai voulu quand même essayer de reproduire le surimi qu'on connaît, avec ce côté très orangé autour. Je suis parti sur une bisque parce que normalement le surimi est parfumé avec un arôme de crabe, arôme de bisque de crabe. J'ai choisi quelques étrilles, des étrilles françaises qu'on va tout simplement travailler comme une bisque. Il nous faut une garniture aromatique, donc évidemment un peu d'oignon, de l'ail, du thym, des carottes, un peu de concentré de tomate qui va m'aider non seulement à la liaison mais aussi à la coloration. Et je vais essayer de jouer un tout petit peu le... Enfin, c'est un peu le sorcier qui va essayer de regarder petit à petit et de voir quelle épice il faut rajouter pour atteindre la couleur parfaite. Pour ça, j'ai utilisé donc du paprika, j'ai un peu de curry de madras et j'ai aussi du curcuma pour essayer d'atteindre cette couleur. Donc on va avoir un surimi quand même business class. Hein. On voyage en première sur ce surimi. Je vais découper ma chair. Je vais tout simplement étaler. On va rouler et cuire vapeur. Et qu'on va se tailler nos bâtonnets. L'idée, c'est vraiment avoir quelque chose d'assez puissant. On pourrait appeler la recette de Juan suprême de surimi au chinchard et au maquereau dans une feuille de blette ou quenelle de surimi façon Juan. Parce que là, tu ne te prends pas avec ça. C'est super bon. Ouais. C'est top. Hein. Ça marche bien. Hein. C'est mieux que le surimi. C'est vachement mieux. Comme les gamins, quoi. Si on ferme les yeux, le goût y est excellent. Mais quand on les ouvre, la couleur n'est pas aussi éclatante que celle d'un surimi industriel, et la mâche n'est pas tout à fait celle des surimis scarifiés en usine. Finalement, ce n'est pas si facile, même pour un chef cuisinier, de réaliser un bâtonnet de surimi. On ne va pas faire la fine bouche, c'était quand même bien essayé.
Ce n'est pas aujourd'hui que le surimi maison va concurrencer le bâtonnet de grande surface. Le surimi restera le surimi, et c'est peut-être mieux ainsi.